Chapitre 5. Ce qu'il y a en bas. Les séismes étaient rares dans le comté. Il n'y en avait pas eu d'important depuis une génération. Pourtant, la maison était tellement secouée qu'il y avait de quoi être effrayé. Je m'habillai en hâte, enfilai mes bottes et descendis au rez-de-chaussée. Je remarquai aussitôt que la porte de la cave était ouverte. Des bruits indistincts me parvenaient des sous-sols. Poussé par la curiosité, je m'aventurai sur les premières marches. Le grondement s'était encore amplifié. Soudain, je perçus un cri strident, plus bestial qu'humain. Presque tout de suite, j'entendis la grille se refermer bruyamment et la clé tourner dans la serrure. La lumière vacillante d'une chandelle dansa dans l'obscurité. Des pas résonnèrent dans l'escalier. J'eus une seconde d'effroi à l'idée de ce qui pouvait surgir. Ce n'était que l'épouvanteur. « Que se passe-t-il » m'écriai-je. Mon maître me dévisagea stupéfait. « Pourquoi es-tu debout à une heure pareille » bougonna-t-il. « Va vite te recoucher. » J'ai cru entendre crier. « Et qu'est-ce qui cause ce vacarme ? Il y a un tremblement de terre ?» Non, petit, ce n'est rien. Du moins, rien dont tu aies à t'inquiéter. Ce sera fini dans un instant. Retourne dans ta chambre, je t'expliquerai tout demain matin. Il me poussa en haut des marches et referma la porte derrière lui. Au ton de sa voix, je sus qu'il était inutile de discuter. Je filai donc à l'étage, pas vraiment rassuré, tant les murs continuaient de trembler. En fin de compte, la maison ne s'écroula pas. Comme l'épouvanteur me l'avait assuré, le calme revint bientôt, et je réussis à me rendormir. Je me levai 1 heure avant l'aube et descendis à la cuisine. Meg sommeillait dans le rocking-chair. Je me demandais si elle y avait passé la nuit ou si elle avait quitté sa chambre quand le vacarme s'était déclenché. Elle ne ronflait pas, mais chacune de ses expirations produisait un léger sifflement. Aussi discrètement que possible, pour ne pas la réveiller, je remis du charbon dans l'âtre et ranimai le feu. Après quoi, je m'assis sur une chaise, dans la bonne chaleur, pour réviser mes verbes latins. J'avais 2 cahiers, l'un pour noter les enseignements de mon maître sur notre métier d'épouvanteur, l'autre pour consigner les leçons de latin. Je me réjouissais que maman m'eût enseigné le grec. En revanche, je peinais avec le latin. Les verbes, en particulier, me donnaient du fil à retordre. Beaucoup d'ouvrages que possédait l'épouvanteur étaient écrits dans cette langue. Il me fallait donc l'étudier. Mon maître m'avait appris à travailler avec méthode et à répéter à haute voix, car cela aide à mémoriser. Ne voulant pas réveiller Meg, je chuchotais, sans regarder mon cahier. Amo, amas, amat, j'aime, tu aimes, il ou elle aime. J'ai aimé, autrefois, entendis-je dans mon dos. À présent, je sais même plus qui je suis. Je tressaillis si violemment que j'ai failli lâcher mon cahier. Meg fixait le feu, un mélange d'étonnement et de tristesse sur le visage. Je m'efforçai de lui sourire. « Bonjour, Meg. J'espère que vous avez bien dormi. »« C'est aimable à toi de t'en préoccuper, Billy, » répondit-elle. « En vérité, j'ai très mal dormi. Il y a eu beaucoup de bruit et j'ai essayé toute la nuit de me rappeler quelque chose. Malheureusement, les pensées tournent si vite dans ma tête que je n'arrive pas à les retenir. Je n'ai pas l'intention d'abandonner pourtant. Je resterai ici, près du feu, jusqu'à ce que la mémoire me revienne. » À ces mots, je m'alarmais. Qu'arriverait-il si Meg se souvenait de qui elle était, si elle réalisait qu'elle était une sorcière lamia? Je devais agir avant qu'il soit trop tard. Posant mon cahier, je sautai sur mes pieds. « Ne vous inquiétez pas, Meg. Je vais vous préparer une boisson chaude. Ça vous fera du bien. » Je mis de l'eau dans la bouilloire de cuivre que je suspendis au crochet de la cheminée. J'attrapai une tasse propre, me rendis au salon pour y verser la dose de potion. De retour dans la cuisine, j'attendis que la bouilloire se mette à chanter. Puis je remplis la tasse jusqu'au bord et remuai soigneusement, comme l'épouvanteur me l'avait ordonné. « Tenez, Meg, voici votre tisane. Elle gardera vos os solides et vos articulations souples. »« Merci, Billy, » dit-elle en souriant. Elle prit la tasse, souffla dessus et commença à siroter le breuvage sans quitter l'âtre des yeux. Au bout d'un moment, elle déclara « C'est délicieux. Tu es un gentil garçon. » Cette réflexion m'attrista. Je n'étais pas fière de ce que j'avais fait. Elle était restée éveillée toute la nuit, luttant pour retrouver ses souvenirs, et cette boisson allait lui brouiller encore plus la mémoire. Tandis qu'elle buvait à petites gorgées, appuyée contre le dossier du rocking-chair, je passais derrière elle pour examiner le détail qui m'avait troublé la veille au soir. Je regardais attentivement les 13 boutons blancs qui fermaient sa robe du col à la taille. J'en fus presque sûre. Ces boutons étaient en os. Meg n'était pourtant pas de celles qui pratiquent la magie des ossements. Elle était une lamia, et elle n'était pas originaire du comté. Alors, ces boutons, venaient-ils des victimes qu'elle avait tuées jadis? Sous le tissu de la robe,
Je devinais les écailles jaunes et vertes qui couvraient sa colonne vertébrale. Peu de temps après, on frappa à la porte de derrière. J'allais ouvrir, car mon maître dormait après cette nuit agitée. Un homme était sur le seuil, coiffé d'une curieuse casquette de cuir à oreillettes, une lanterne dans la main droite. De la gauche, il tenait par la bride un poney chargé de tant de sacs que je me demandais comment la pauvre bête ne s'effondrait pas sous le poids. « Bonjour, jeune homme, fit-il en souriant. J'apporte la commande de monsieur Grégory. Tu dois être le nouvel apprenti. C'était un brave garçon, ce Billy. J'ai été désolé d'apprendre ce qui lui était arrivé. Je m'appelle Tom, dis-je. Comment vas-tu, Tom? Moi, je suis Shanks. Tu diras à ton maître que j'ai ajouté des provisions en sus et que je doublerai la quantité chaque semaine avant que les intempéries m'empêchent de monter jusqu'ici. On va avoir un rude hiver, à ce qu'il paraît. Quand il se met à neiger, il peut se passer un bon moment sans que je puisse revenir. J'approuvais de la tête et examinais son chargement. Il faisait encore sombre, le jour se levait à peine. Des nuages gris couraient dans l'étroite bande de ciel, poussée par le vent d'ouest. Meg apparut dans l'entrée. Elle ne fit que passer, mais Shanks la vit. Je crus que les yeux allaient lui sortir de la tête. Il recula vivement, heurtant son poney. Toutefois, dès que Meg fut retournée à la cuisine, il se calma. Je l'aidai à décharger les sacs. L'épouvanteur survint et paya son fournisseur. Lorsque Shanks repartit, mon maître fit quelques pas avec lui. Il était trop loin pour que je saisisse leur conversation. Je compris toutefois qu'il parlait de Meg, car son nom fut prononcé 2 fois. J'entendis distinctement Shanks se récrier. « Vous avez dit que le problème était réglé. » À quoi l'épouvanteur répliqua. « Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas dangereuse. Et je connais mon travail. Gardez ça pour vous, c'est dans votre intérêt. » Quand il revint, mon maître paraissait mécontent. « Tu as préparé sa tisane à Meg ?» me lança-t-il d'un air soupçonneux. « J'ai suivi vos indications. Je la lui ai donnée dès qu'elle s'est réveillée. » Est-elle sortie de la maison ? Non, elle est juste passée dans l'entrée. En l'apercevant, Shanks a eu l'air terrifié. C'est fâcheux, dit l'épouvanteur. Il n'aurait pas dû la voir. Habituellement, elle ne se montre pas. Elle ne l'a jamais fait ces dernières années. En tout cas, nous allons devoir augmenter la dose. Comme je te l'ai déjà dit hier, Meg a causé beaucoup d'agitation dans le comté. Les gens ont toujours eu peur d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait qu'elle circulait librement dans la maison. Si ce bruit se répandait, je n'aurais pas fini d'en entendre. Les gens du coin sont têtus. Une fois qu'ils ont refermé les dents sur quelque chose, ils ne lâchent pas prise aisément. Mais Shanks tiendra sa langue. Je le paie assez pour cela. Il est épicier ? Non, c'est le charpentier local. Le seul homme d'Adleyton qui ait le courage de s'aventurer jusqu'ici. Je le paie pour qu'il fasse mes courses et me les livre. Lorsque nous eûmes rangé les sacs, l'épouvanteur ouvrit le plus grand et donna à Meg de quoi nous confectionner un petit déjeuner. Jamais le gobelin de Chippenden ne nous avait servi un bacon pareil, même dans ses meilleurs jours. Meg avait également préparé des galettes de pommes de terre et des œufs brouillés au fromage. L'épouvanteur n'avait pas exagéré en vantant ses talents de cuisinière. Tandis que nous dévorions notre repas, j'interrogeais mon maître sur les événements de la nuit. « Il n'y a rien là dont il faille s'inquiéter », me dit-il en enfournant une énorme bouchée de galettes. « Cette maison est bâtie sur un lait. Il faut donc s'attendre à des troubles occasionnels. » L'épouvanteur m'avait déjà parlé des laits à Chippenden. Il s'agit de très anciens sentiers, des lignes de pouvoir souterraines, des routes invisibles, que toutes sortes de gobelins parcourent à une vitesse folle lorsqu'ils changent de résidence. Parfois, continua-t-il, un tremblement de terre à des milliers de miles de là cause des perturbations sur un réseau de lait. Des gobelins sont obligés de quitter les endroits où ils se tenaient tranquilles depuis des années. La nuit dernière, l'un d'eux est passé sous la maison. J'ai dû descendre à la cave pour vérifier s'il n'y avait pas de dégâts. Un gobelin qui se déplace est un grand fauteur de troubles. Lorsqu'il investit un nouveau lieu, il joue aux gens des tours à sa façon, des tours dangereux. Nous devons alors intervenir. Souviens-toi de ça. Nous pourrions avoir du pain sur la planche avant la fin de la semaine. Après le petit déjeuner, nous nous installâmes dans le cabinet de travail pour ma leçon de latin. C'était une petite pièce meublée de 2 chaises à haut dossier de bois, d'une grande table, d'un tabouret à 3 pieds et de nombreux rayonnages. Il y faisait froid, le feu de la veille n'était plus qu'un tas de cendres. « Assieds-toi, petit. Les chaises sont dures, mais c'est tant mieux. Le confort nuit à l'étude. Je ne voudrais pas que tu t'endormes, déclara mon maître en me lançant un regard sévère. J'examinais la bibliothèque. La pièce n'étant éclairée que par le jour grisâtre qui traversait les carreaux et par une paire de chandelles, je n'avais pas tout de suite remarqué que les étagères étaient vides. « Où sont les livres ?» demandai-je. « À Chippenden. Qu'imagines-tu, mon garçon ?
On ne laisse pas des livres dans un lieu aussi humide, ils s'abîmeraient. Nous nous débrouillerons avec ce que nous avons apporté, et nous rédigerons peut-être un ouvrage de notre cru pendant notre séjour ici. Tu ne peux pas toujours laisser aux autres le soin d'écrire. Je savais que l'épouvanteur était venu avec plusieurs livres, c'est pourquoi son sac était si lourd, alors que je ne m'étais muni que de mes cahiers de notes. Au cours de l'heure qui suivit, je bataillais avec les verbes latins. C'était un vrai pensum, et je fus soulagé quand mon maître proposa une pause. Je ne me doutais pas de ce qui allait suivre. Il tira le tabouret contre le rayonnage le plus proche de la porte, grimpa dessus et passa la main sur le dessus de l'étagère du haut. Je compris qu'il prenait la clé de la grille qui fermait l'escalier de la cave. « Bien, fit-il, brandissant l'objet avec un sourire inquiétant. Inutile d'attendre plus longtemps, allons visiter les sous-sols. Mais d'abord, assurons-nous que Meg va bien. Je ne veux pas qu'elle sache que nous descendons. La seule idée de cet endroit la rend nerveuse. » Je fus à la fois effrayée et excitée. Je brûlais de curiosité, et en même temps je devinais que m'enfoncer dans ces profondeurs ne serait pas une expérience agréable. Nous trouvâmes Meg à la cuisine. Elle avait fait la vaisselle et somnolait de nouveau paisiblement devant le feu. « Tout va bien, dit l'épouvanteur. En plus d'affecter ses souvenirs, la potion l'a fait beaucoup dormir. » Nous allumâmes chacun une chandelle avant de nous engager sur les marches de pierre, l'épouvanteur en tête. Cette fois, je portais un peu plus d'attention à ce qui m'entourait, essayant de mémoriser la disposition des lieux. J'étais allé au fond de bien des caves. Je pressentais toutefois que celle-ci serait la plus inhabituelle et la plus effrayante que j'eus jamais explorée. Après que mon maître eut verrouillé la grille de fer, il se retourna et me tapota l'épaule. « Meg se rend rarement dans mon bureau, dit-il, mais quoi qu'il arrive, ne la laisse en aucun cas mettre la main sur cette clé. » J'acquiesçais tout en regardant l'épouvanteur refermer la grille derrière nous. « Pourquoi cet escalier est-il aussi large ?» demandai-je de nouveau. « C'est nécessaire, petit. Il faut ménager un accès aux ouvriers. »« Quels ouvriers ?»« Les forgerons et les maçons, naturellement. Les corps de métier dont le nôtre dépend souvent. » Nous poursuivîmes notre descente, l'épouvanteur ouvrant toujours la marche. Nos chandelles projetaient sur le mur nos ombres dansantes. Malgré le claquement de nos bottes sur la pierre, je perçus de faibles bruits montant des profondeurs. Pas de doute, il y avait quelqu'un en bas. La cave comportait 4 niveaux de sous-sol. Les 2 premiers n'étaient qu'une seule porte, encastrée dans la paroi. Nous atteignîmes enfin le 3e, avec les 3 portes que j'avais remarquées la veille. « Comme tu le sais, celle du milieu donne dans la pièce où Meg dort en mon absence, » dit mon maître. À présent, elle avait une chambre à l'étage, contiguë à celle de l'épouvanteur, de sorte qu'il put la surveiller. Quoique, apparemment, elle préféra dormir dans le rocking-chair près du feu. « Je n'utilise guère les autres, continua-t-il. Elles peuvent tenir une sorcière enfermée en toute sécurité, le temps que des arrangements soient pris. » Autrement dit, le temps de préparer une fosse ? Exactement. Ici, comme tu as pu le voir, je ne dispose pas d'un jardin comme à Chipenden. Je dois me débrouiller avec les caves. Le 4e niveau était la cave elle-même, avant même que nous ayons franchi le dernier tournant pour la découvrir dans sa totalité. Il m'en parvint des bruits si affreux que la chandelle se mit à trembler dans ma main. L'ombre de l'épouvanteur prit des formes grotesques. En tant que 7e fils d'un 7e fils, j'avais cette capacité d'entendre des choses inaudibles pour la plupart des gens, à laquelle je n'arrivais pas à m'habituer. Certains jours, j'étais plus brave que d'autres. C'est tout ce que je peux dire. L'épouvanteur, lui, gardait son calme. Il avait fait ce métier toute sa vie. La cave était bien plus vaste que je m'y attendais. Elle devait dépasser en surface le rez-de-chaussée de la maison. L'un des murs dégouttait d'eau. Le plafond, bas à cet endroit, suintait d'humidité. Je me demandais si nous n'étions pas sous le lit de la rivière. La partie sèche de la voûte était couverte de toiles d'araignée, si épaisses et si emmêlées qu'elle devait être l'œuvre d'une armée d'arachnides. Si elles n'étaient qu'une ou deux à avoir tissé ça, je ne souhaitais pas les rencontrer. J'observais longuement le plafond, retardant le moment où je devais diriger mon regard vers le sol. Cependant, au bout de quelques secondes, je sentis sur moi les yeux de l'épouvanteur et fus obligé de baisser la tête. Dans les jardins de Chipenden, il y avait quelques tombes et quelques fosses dispersées parmi les arbres, où le soleil tachetait le sol en traversant les branches. Là, j'en découvris une quantité telle que je me sentis pris au piège entre ces 4 murs, sous cette voûte matelassée de fils poisseux. Je comptais 9 tombes de sorcières, chacune fermée par une énorme dalle, et devant elles, 6 fosses bordées de pierres. Au-dessus de chaque fosse, boulonnée à ces pierres,
13 épaisses barres de fer empêchaient les sorcières mortes de se tailler un chemin à coups d'ongles vers la surface. Au fond, il y avait 3 autres dalles, encore plus lourdes et plus larges que les 9 premières. Sur chacune d'elles, le même signe avait été gravé par le maçon. La lettre grecque bêta, barrée figurant sur une dalle, indique qu'un gobelin est hermétiquement bouclé dessous. Quant au chiffre romain 1, à droite, il signale une créature de première catégorie, extrêmement dangereuse, capable de tuer un homme le temps d'un clignement d'œil. L'épouvanteur faisait toujours parfaitement son travail. Il n'y avait rien à craindre du gobelin enfermé là. Nous avons également dans cette cave 2 sorcières vivantes, dit mon maître. La première est ici. Il désignait une fosse carrée fermée par 13 barres de fer. Je remarquai alors un détail que je n'avais jamais observé à Chipenden. L'épouvanteur approcha sa chandelle pour que je voie mieux. Sur la pierre d'angle, l'inscription était beaucoup plus petite que celle gravée sur la dalle du gobelin. En dessous était écrit le nom de la sorcière. La lettre grecque sigma correspond à S, comme sorcière, reprit-il. Il existe de nombreuses catégories de sorcières, parfois difficiles à distinguer, plus encore que les gobelins. Ces créatures changent de personnalité avec le temps. Il faut donc se référer à leur histoire. Celle de chacune d'elles, enfermée au livre, est répertoriée dans ma bibliothèque de Chipenden. Je pensais que ce n'était pas le cas pour Meg. J'avais trouvé très peu de choses à son sujet dans les livres de mon maître. Je ne fis toutefois aucune réflexion. Je perçus alors une légère agitation dans les profondeurs obscures de la fosse. Je reculai d'un pas. « Bessie est-elle une sorcière de première catégorie » demandai-je quelque peu nerveux. L'inscription ne l'indique pas. Dans cette cave, toutes les créatures, gobelins ou sorcières, sont de première catégorie. C'est moi qui les ai mises hors d'état de nuire, et je n'ai pas voulu effrayer le maçon plus que nécessaire. Tu n'as rien à craindre d'elle. La vieille Bessie est là depuis fort longtemps. Notre présence l'a perturbée, et elle s'est juste retournée dans son sommeil. Maintenant, viens voir ceci. Il me mena à une autre fosse, exactement semblable à la première. Or, le froid soudain me le révélait. Il y avait dans ce trou un être autrement plus dangereux qu'une sorcière endormie. « Regarde ça de plus près, petit, » me dit l'épouvanteur. « Tu comprendras à quoi nous avons affaire. Lève ta chandelle et jette un coup d'œil là-dedans, sans mettre les pieds trop près du bord. » Je n'avais aucune envie d'obtempérer, mais, au ton de mon maître, je sus que je n'avais pas vraiment le choix. C'était un ordre. Je me penchai, gardant mes pieds aussi loin que possible des barres de fer, et ma chandelle éclaira le trou de sa lueur jaune. À cet instant, quelque chose remua au fond et se réfugia dans un coin sombre. C'était gros, et cela paraissait assez vif pour escalader les parois en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. « Baisse ta chandelle !» m'ordonna l'épouvanteur, « et observe mieux !» J'obéis, tenant le chandelier à bout de bras. Je ne vis d'abord que 2 yeux cruels braqués sur moi, 2 poings reflétant la flamme. Apparut ensuite une face décharnée, encadrée d'une épaisse tignasse grise et grasse, puis un corps écailleux, accroupi, doté, me sembla-t-il, de 4 longs bras. Ces curieux membres se terminaient par des mains aux longues griffes acérées. Je me mis à trembler si fort que je faillis lâcher ma chandelle dans la fosse. En reculant trop brusquement, je trébuchai, et l'épouvanteur dut me rattraper par l'épaule. « Ce n'est pas un joli spectacle, hein ?» grommela-t-il avec un hochement de tête. « Cette créature est une sorcière lamia. Il y a 20 ans, à l'époque où je l'ai enfermée, elle ressemblait à une femme. Peu à peu, elle est redevenue sauvage. C'est ce qui arrive lorsqu'on prive une lamia de relations humaines. Elle reprend lentement son apparence originelle. Même après tant d'années, elle n'a rien perdu de sa force. Pour elle, une fosse ordinaire ne suffit pas. Des barres de fer garnissent les parois et le fond de la sienne, enterré dans le sol. Elle est en cage. Ajoute à cela une bonne couche de sel et de limaille de fer. Ses 4 mains griffues la rendent capable de creuser vite et profond. C'est donc le seul moyen de l'en empêcher. Si par malheur elle s'échappait d'ici, la grille de fer qui barre l'escalier l'arrêterait un moment. Cela dit, sais-tu qui elle est ? C'était une étrange question. Baissant les yeux, je lis l'inscription gravée sur une pierre. Marcia Skelton. Ce nom fit tilt dans ma tête. En voyant l'expression de mon visage, l'épouvanteur eut un sourire lugubre. « Eh oui, petit, c'est la sœur de Meg. »« Meg, c'est elle qu'elle est ici ?»« Elle l'a su, elle l'a oublié à présent, et mieux vaut qu'il en soit ainsi. Viens, j'ai encore quelque chose à te montrer. » Il me conduisit jusqu'à l'autre extrémité de la cave. Le plafond à cet endroit était presque dépourvu de toiles d'araignée. Il y avait là un puits ouvert, prêt à servir, dont le couvercle gisait sur le sol, attendant d'être mis en place. Je vis alors pour la première fois comment était faite la fermeture d'une fosse de sorcière.
Les pierres jointoyées de pourtours formaient un carré, et de longues chevilles les traversaient de part en part, pour les maintenir en place. Les 13 barres de fer étaient fortement vissées avec des écrous. Aucune lettre grecque n'était gravée, on lisait seulement un nom sur un coin, Meg Skelton. Entre la tisane et ceci, quelle option te paraît préférable, petit ? M'interrogea l'épouvanteur. Car ce n'est peut-être que l'une ou l'autre. La tisane, répondis-je dans un souffle. Exact. Maintenant, tu as une bonne raison de la lui donner chaque matin. Sinon, la mémoire lui reviendrait. Et je ne souhaite pas devoir la redescendre ici. Une question me turlupinait, que je n'osais poser, devinant qu'elle déplairait à mon maître. J'aurais voulu savoir pourquoi ce qui était bon pour une sorcière ne l'était pas pour toutes. Cependant, je n'avais guère le droit d'ergoter. Je ne pouvais oublier à quel point Alice s'était montrée proche de l'obscur, si proche que l'épouvanteur avait envisagé de l'enfermer dans une fosse. Il n'y avait renoncé que parce que je lui avais rappelé comment il avait traité Meg. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Des images sinistres tournaient dans ma tête. L'idée d'habiter une maison dont la cave abritait des tombes de sorcières, des gobelins entravés et des sorcières encore vivantes ne m'aidait pas à me détendre. Finalement, je descendis au rez-de-chaussée sur la pointe des pieds. J'avais laissé mes cahiers de notes en bas, et je voulais récupérer celui de latin. Réviser cette fastidieuse liste de verbes aurait sûrement un effet soporifique. Avant même d'avoir atteint les dernières marches, j'entendis un bruit insolite, des pleurs étouffés mêlés à des chuchotements. La porte de la cuisine était entr'ouverte, et ce que je découvris par l'entrebâillement me ficha sur place. Meg était assise dans son rocking-chair, près du feu, la tête dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. L'épouvanteur, penché sur elle, lui parlait doucement en lui caressant les cheveux. Son visage éclairé par la lumière de la chandelle avait une expression que je ne lui avais jamais vue. Les traits burinés de mon frère Jack s'adoucissaient parfois ainsi lorsqu'il regardait sa femme. Soudain, une larme perla à l'œil de mon maître, roula sur sa joue et se perdit dans sa barbe. Ne m'accordant pas le droit de les espionner plus longtemps, je remontai me coucher, perplexe et troublé.